Dans une petite commune tranquille, dissimulée dans la campagne au sud de Nantes, un secret macabre sommeille au fond d'un jardin. Personne ne se doute encore qu'un sanctuaire religieux, isolé derrière des arbres, s'apprête à devenir le théâtre d'un crime d'une rare violence. Un homme s'y tient, l'arme à la main. Il attend. Sa cible approche. À une cinquantaine de mètres de son domicile, une femme emprunte un petit sentier bordé d'herbes folles. Elle avance sans méfiance vers une ancienne chapelle, familière et paisible. Ce qu'elle ignore, c'est que derrière ces murs de pierre, quelqu'un l'attend, et il ne vient pas pour prier. Elle franchit le seuil, et à peine quelques secondes s'écoulent qu'une silhouette jaillit de l'ombre. Une pelle s'élève brusquement dans les airs. Les coups pleuvent, brutaux, féroces. Le sang jaillit. La terreur s'inscrit dans ses yeux. Son corps s'effondre, inerte. La mort l'emportera quelques minutes plus tard, seul, au sol, dans ce lieu sacré profané. Ainsi commence une affaire hors du commun. Un fait divers saisissant qui va bientôt secouer toute une région. Car les gendarmes vont très vite comprendre que l'homme qu'ils recherchent n'est pas n'importe qui. C'est un imposteur, mais un imposteur de génie. Il séduit, il charme, il manipule, il le sait, il attire les regards. Les femmes tombent facilement sous son emprise. Et dans l'ombre de ce pouvoir, il construit un mensonge absolu. Alors que plus personne n'a de nouvelles de son épouse, lui, en toute tranquillité, installe sa maîtresse dans leur maison, comme si de rien n'était. C'est d'une audace folle. On se dit, comment peut-on aller aussi loin dans la tromperie? Tout débute un certain 30 mai 2015. Ce jour-là, une femme pousse la porte de la gendarmerie de Vertou, un village calme à proximité de Nantes. Son visage est fermé, son regard inquiet. Elle s'appelle Anne-Laure et elle est rongée par l'angoisse. Sa meilleure amie, Céline, n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs semaines. À travers ses mots, son trouble est palpable. Les deux femmes étaient inséparables, unies par une amitié rare. Elles se parlaient presque chaque jour. Céline avait pour habitude de répondre, même brièvement. Là, plus rien. Aucun appel, aucun message, le silence total. Anne-Laure a tenté de la joindre encore et encore, sans succès. Et quand elle essaie de laisser un message, la boîte vocale reste désespérément muette. Une inquiétude profonde s'installe. Quelque chose ne tourne pas rond. Pire encore, en contactant d'autres amis, Anne-Laure découvre qu'elle n'est pas la seule à ne plus avoir de nouvelles. Céline semble avoir disparu sans laisser la moindre trace. Le vide, l'absence, l'angoisse. Quand une femme, effacée, aimante et sans histoire, disparaît sans laisser d'indice, l'inquiétude devient suspicion. Et quand son entourage, ses proches, ses amis disent tous la même chose, qu'elle n'aurait jamais fui ses enfants, les gendarmes commencent à flairer le mensonge. Et un nom revient, toujours le même, celui de son mari. Anne-Laure, la meilleure amie de Céline, ne baisse pas les bras. Dès qu'elle raccroche avec une personne, elle compose un nouveau numéro. Elle appelle toutes les connaissances, les anciennes collègues, les voisines, même celles qu'elle connaît à peine. Personne n'a vu Céline. Personne ne sait où elle est. Et toutes les réponses qu'elle obtient sonnent pareilles. Silence radio. Le constat est alarmant. L'entourage de Céline est unanime. Une disparition pareille, ce n'est pas dans ses habitudes. Jamais elle n'aurait coupé contact sans prévenir. Jamais elle n'aurait disparu aussi brutalement. Une inquiétude légitime saisit aussi la gendarme qui reçoit Anne-Laure. L'instinct professionnel parle. Il y a quelque chose de louche, d'anormal. Et plus troublant encore, c'est la personnalité même de Céline, qui ne cadre pas avec une fuite volontaire. Cette femme n'est ni marginale, ni instable. Céline Marchand vient d'un milieu privilégié. Son père a fait fortune dans les forages pétroliers et elle a hérité seule de tout l'empire familial. Une fille unique, aisée, sans problème financier. Pourtant, elle ne s'en vante pas. Elle vit avec discrétion. Céline est douce, bienveillante, presque timide à première vue. Mais quand elle accorde sa confiance, elle devient rayonnante. Côté cœur, tout semblait lui sourire. Depuis presque une décennie, elle partageait sa vie avec un homme qui, sur le papier, avait tout du prince charmant. Yann Marchand. Ce dernier est à la tête d'une entreprise vendant des bouteilles d'oxygène à des personnes âgées ou fragiles. À 38 ans, il mène une existence confortable aux côtés de Céline, de 2 ans son aînée. Ils se sont mariés en 2006. Un couple stable, bien assorti. Yann est séduisant,
charismatique, toujours bien mis. Un homme avenant qui attire la sympathie. Ils vivent dans un petit écrin de campagne au sud de Nantes, dans une superbe demeure baptisée La Châterie. C'est un petit château entouré d'un vaste parc, avec une dépendance élégante, une longère transformée en maison principale, une vraie carte postale. Lorsqu'on se rend sur place, rien n'indique que le drame se trame. La maison est grande, calme, entourée de verdure. Rien ne laisse présager que la propriétaire des lieux ait pu s'évanouir ainsi dans la nature. Mais alors, où est passée Céline? Et pourquoi, surtout, son mari Yann n'a-t-il pas alerté qui que ce soit de sa disparition? Son comportement intrigue. Un mari resté seul avec ses enfants, qui ne prévient pas les autorités, qui ne vient même pas déposer une main courante, l'attitude choque, l'inquiétude grandit. D'autant que depuis plusieurs semaines, les amis de Céline constatent un comportement étrange chez Yann. Tous l'ont appelé, demandant des nouvelles. À chaque fois, la même réponse. Elle est partie prendre du recul. Elle a besoin d'espace. Et toujours ce ton détaché, presque agacé. Il refuse qu'on lui laisse des messages. Il dit qu'elle ne répondra pas. Pas de dispute récente, pas de conflit connu, et pourtant, il repousse chaque tentative de contact. Pour Anne-Laure, quelque chose cloche. Le mari, au lieu d'être inquiet, semble tout faire pour écarter ceux qui cherchent à comprendre. Les gendarmes commencent eux aussi à douter. Yann Marchand cache-t-il un secret plus lourd que prévu? Il se présente bien, il parle bien, il sait séduire tout le monde, et surtout il a toujours une explication prête. Quand Yann Marchand arrive enfin à la gendarmerie, les enquêteurs croient avoir affaire à un mari désespéré. En réalité, ils viennent de tomber sur un manipulateur hors pair. Sous la pression d'Anne-Laure, Yann Marchand finit par se présenter à la brigade. Lorsqu'il franchit la porte, l'atmosphère change. L'homme impose. Droit, sûr de lui, bien habillé, il regarde les gendarmes dans les yeux. Tout en lui respire l'assurance. C'est le genre d'homme qu'on imagine parfait pour une belle famille. Poli, posé, élégant. Presque irréprochable. Il s'installe face aux enquêteurs et, sans trembler, commence à raconter sa version. Sa voix ne vacille pas. Il déclare que son épouse, Céline, a quitté le domicile conjugal de son propre chef 2 mois plus tôt. Selon lui, leur mariage battait de l'aile. L'amour s'était essoufflé, la routine s'était installée. Il décrit une relation devenue tendue avec le temps, en particulier depuis la naissance de leurs 2 enfants. D'après lui, Céline avait changé. Plus distante, refermée sur elle-même, moins présente dans la gestion de la maison. Il dit avoir tout assumé. Et puis, les disputes se sont multipliées. Selon lui, il s'aimait encore, mais plus comme avant. Il raconte qu'il a pris une décision difficile mais nécessaire, celle de mettre fin à leur histoire. Le 20 mars, il lui aurait annoncé qu'il voulait divorcer. Il affirme que cette annonce a été un choc pour elle. Bouleversée, Céline aurait aussitôt fait ses valises. Elle lui aurait dit qu'elle partait prendre du recul, qu'elle avait besoin de temps pour digérer la nouvelle. Il assure qu'elle ne lui a pas laissé d'adresse, seulement quelques messages vagues. Lorsqu'on l'interroge sur la manière dont il a informé l'entourage, il explique qu'il n'a rien dit à personne. Il ne voulait pas alimenter les ragots, selon lui. Pas question de prévenir les amis, pas même ceux de Céline. Aux gendarmes, il affirme « Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs en la recontactant ». Il enchaîne les explications avec aplomb. À chaque question, une réponse. Et les enquêteurs, face à ce mur de certitude, peinent à trouver une faille. Pourtant, en creusant, ils découvrent des détails troublants. L'entourage confirme que Céline allait mal, que la perte successive de ses parents à la naissance de ses enfants l'avait profondément marquée. Son père est décédé peu après la naissance du premier, sa mère au moment du second. Un double deuil accolé à la maternité. Oui, Céline semblait fatiguée. Oui, elle donnait des signes de tristesse. Mais jamais elle n'aurait abandonné ses enfants. Elle les adorait, les protégeait comme une louve. Cette mère de 40 ans n'aurait jamais disparu ainsi, sans prévenir, sans embrasser ses petits, âgés de 5 et 3 ans. Et puis, dans les messages qu'aurait envoyés Céline à Yann, il y a quelque chose d'étrange. Les SMS sont laconiques, presque désincarnés. Elle lui dit être en soins, dans un centre qu'elle ne peut nommer. Elle évoque son besoin de temps, son incapacité à parler pour l'instant. Elle promet qu'elle rappellera dans 3 semaines. À ce moment de l'enquête, ces textos, bien qu'étranges, confirment les dires de Yann. Les gendarmes, à défaut de mieux, sont contraints de les prendre en compte.
L'homme leur paraît cohérent, sa version tient debout. Mais une idée s'insinue lentement. Et si ces messages n'étaient qu'une illusion? Une fiction montée de toutes pièces pour masquer une réalité plus sombre. Un père de famille charmant, des messages rassurants, des apparences sans défaut. Mais à mesure que les jours passent, une faille s'ouvre, subtile, dérangeante. Et si toute cette histoire n'était qu'un décor, savamment planté pour masquer une vérité terrifiante? Pour l'instant, rien ne permet de mettre en doute la version de Yann Marchand. Tout semble en ordre. Il est calme, cohérent, méthodique dans ses explications. Il se montre même coopératif, promet aux gendarmes de les tenir informés dès que Céline réapparaîtra. À ce stade, aucun élément concret ne vient ébranler sa parole. Lui-même décrit une femme déstabilisée, à bout, qui aurait choisi de prendre de la distance. Le profil psychologique de Céline ne contredit pas totalement ce tableau. Elle a connu des coups durs, notamment la perte successive de ses 2 parents juste après la naissance de ses enfants. De quoi provoquer une crise existentielle. Céline était une enfant adoptée. Ce double deuil réactivait peut-être de vieilles blessures. Mais quelque chose coince. Céline, malgré ses épreuves, n'avait jamais cessé de manifester un amour profond pour son mari. Elle le regardait comme un homme admirable, buvait ses paroles, suivait ses conseils avec dévotion. Ses amis témoignent de cette admiration presque aveugle. Yann était son pilier, son univers. Alors pourquoi aurait-elle fui sans explication, sans même penser à ses enfants qu'elle aimait plus que tout? Pour les gendarmes, un tel abandon ne colle pas avec son profil, le doute s'installe. Ce portrait de femme éplorée, partie sur un coup de tête, ne tient pas entièrement. Pourtant, Yann fournit ce qui semble être une preuve irréfutable. Des messages SMS envoyés depuis le téléphone de Céline. Elle y explique qu'elle est en soins, qu'elle ne peut pas appeler, mais qu'elle communiquera davantage dans quelques semaines. Elle affirme avoir besoin de recul, de silence. Ces messages, en apparence anodins, viennent conforter le discours du mari. Mais tout cela est trop lisse, trop bien ficelé. Malgré tout, les enquêteurs poursuivent la vérification de cette version. Ils décident alors de contacter tous les établissements psychiatriques du département. Si Céline est effectivement hospitalisée, quelqu'un doit bien en avoir la trace. Pendant plusieurs jours, ils appellent chaque centre, élargissent même les recherches aux départements voisins. Résultat, aucun hôpital, aucun centre de soins, aucune clinique ne déclare avoir accueilli Céline Marchand. Nulle part, aucun dossier, aucune trace. Et soudain, une anomalie, un détail qui va tout faire basculer. 2 mois et demi après la disparition, Anne-Laure, l'amie de toujours, revient à la gendarmerie. Elle a reçu un message censé venir de Céline. Mais au lieu de la surnommer Miss, comme elle l'a toujours fait, le texto commence par « Ma chère Anne-Laure », un ton inhabituel, une tournure qui sonne faux. Et Anne-Laure le sait, ce n'est pas Céline qui a écrit ce message. Le doute n'est plus permis. Elle connaît ses habitudes, son style, elle reconnaît l'imposture. Les gendarmes, eux aussi, ont un déclic. Et si ces messages, tous, avaient été envoyés par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui chercherait à entretenir l'illusion d'une femme en vie pour mieux masquer son absence? Yann Marchand, jusqu'ici irréprochable, devient suspect numéro 1. Pendant des semaines, il a trompé tout le monde, les amis, la famille, les enquêteurs. Avec son costume de gendre idéal, il a joué la comédie du mari délaissé. Mais un mot mal choisi, une habitude trahie. Et tout bascule. Le puzzle se défait. Le doute devient certitude. Ce simple SMS, reçu par Anne-Laure, agit comme un électrochoc. Il bouleverse totalement l'enquête. Jusqu'ici, chaque message, prétendument envoyé par Céline, servait à maintenir l'illusion. Mais celui-ci déraille. Un détail qui semble anodin, un surnom absent, devient une faille immense dans le récit de Yann. Anne-Laure n'a plus aucun doute. Quelqu'un d'autre écrit à sa place. Les gendarmes, eux aussi, sont frappés par l'évidence. Ce petit mot, trop poli, trop froid, ne colle pas. Il ne ressemble ni au ton, ni au style de la jeune femme. C'est un texte fabriqué, un mensonge par écrit. Et dès lors, tout change. Les enquêteurs rouvrent le dossier sous un nouvel angle. Ce n'est plus une simple disparition, c'est désormais une disparition inquiétante. L'affaire prend une toute autre dimension. Les autorités de Vertou sont désormais épaulées par les experts de la section de recherche de Nantes. L'enquête monte en puissance. Très vite, ils s'aperçoivent que la disparition de Céline n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. L'attention se recentre sur Yann Marchand, cet homme qui a su endormir tous les soupçons. Il devient évident qu'il faut le surveiller de près. Les enquêteurs mettent donc en place une surveillance discrète. Ils veulent observer ses déplacements, son quotidien. Et ce qu'ils découvrent dépasse toutes leurs attentes. Yann Marchand, présenté comme le chef d'une entreprise spécialisée dans l'assistance respiratoire, ne semble pas du tout avoir la vie professionnelle qu'il prétend mener.
L'après ses dires, il gère une société de fourniture d'oxygène destinée aux personnes âgées ou souffrantes. Mais les filatures prouvent rapidement autre chose. Loin d'enchaîner les rendez-vous médicaux ou commerciaux, Yann passe ses journées au PMU, à la salle de sport ou attablé dans des bistrots de quartier. Chaque matin, il dépose ses enfants à l'école, ensuite il disparaît. Non pas chez des clients, mais dans des lieux où aucun contrat ne se signe. Même auprès de Céline, il prétend partir en séminaire ou rencontrer des médecins. Tout est inventé. Et pire encore, tout le monde l'a cru. Les gendarmes réalisent alors l'étendue de la supercherie. Ce n'est pas un homme déboussolé qu'ils ont en face d'eux. C'est un manipulateur expérimenté qui orchestre chaque geste, chaque mot pour servir une seule chose, son propre intérêt.